plusieurs mois, au tournant du XXe siècle, la France entière va se passionner pour une affaire criminelle qui bouleverse un petit village du nom de Corancèze. Nous sommes en avril 1901, une nuit sans lune, une porte laissée entr'ouverte et en pleine nuit, la découverte glaçante de 5 enfants sauvagement assassinés. Le seul survivant, leur père, veuf depuis 3 ans, explique aux voisins avoir été attaqué. Mais très vite, la rumeur enfle. Et si c'était lui, le meurtrier ? Est-il un coupable tout désigné ou la victime d'une terrible erreur ? Plus personne ne dort tranquille au village et la presse nationale s'empare de cette tragédie, transformant bientôt les lieux en théâtre d'un drame qui sera ensuite exposé à toute la France et même par-delà les frontières. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de l'affaire Brière. Nous sommes dans la Beauce, au sud-ouest de Paris, non loin de Chartres. Un paysage de plaines céréalières, de champs de blé et de betteraves, où le vent souffle sans obstacle sur des étendues presque infinies. Le village de Corancèze, en ce printemps 1901, compte à peine 250 habitants, 249 pour être exact. Les journées y sont rythmées par la traite des vaches, les semis et les récoltes selon les saisons. La vie y est réputée paisible. La messe du dimanche, les veillées au café Sauger et l'école où les enfants apprennent à lire, écrire et compter sous l'autorité d'un instituteur consciencieux. La vie rurale dans toute sa splendeur. C'est justement dans cette ambiance sereine que vit la famille Brière. Louis-Édouard, le père, a 42 ans. Il est veuf depuis 1898. Son épouse est morte de maladie, le laissant seul avec 6 enfants. L'une d'elles, Germaine, il a consenti à la confier à sa sœur à Paris. C'était trop. Pourquoi elle, pourquoi pas un autre, on ne saura pas. Les 5 autres enfants vivent donc tous sous son toit. Flora, 15 ans, elle est née. Puis vient Béatrice, 12 ans, Laurent, 9 ans, Laure, 6 ans, et la petite Célina, 4 ans. Au village, on admire ce père courage qui, malgré le deuil, semble assumer son rôle avec dévouement. Entrepreneur de battage, Brière se déplace dans les fermes des alentours avec une batteuse mécanique, un signe de modernité à l'époque. Il cultive aussi 7 hectares de son côté et fait parfois du fagotage dans les bois pour arrondir les fins de mois. Tout le monde à Corancèze le considère comme un homme travailleur, respecté, peut-être un peu fier, mais honnête. Et ça, vous allez voir que c'est quand même important pour la suite. Jusqu'à ce fameux dimanche 21 avril 1901, rien ne distingue particulièrement cette famille. Les enfants sont décrits comme studieux, attentifs à l'école. 2 d'entre eux, d'ailleurs, allaient être présentés par l'instituteur au certificat d'études. Ils sont aussi consciencieux dans leur corvée de ferme et un peu béats d'admiration pour leur père. Leur quotidien est celui de petites gens de la Beauce de l'époque. S'occuper des corvées, jouer ensemble, aider parfois la sœur aînée à traire les vaches. Une routine simple où on se couche tôt et où on se lève à l'aube. Le dimanche commence comme d'habitude. Au village, certains se rendent à la messe matinale. Flora, elle, reste pour aider au ménage de la ferme. Les plus jeunes, ravis de ne pas aller à l'école ce jour-là, trottinent un peu partout dans la cour en jouant. Le père Brière aide son voisin qui a une vache prête à mettre bas. C'est un peu l'événement, ça change des dimanches matins habituels. Vers midi, on prend un repas frugal. Brière va ensuite lire son journal dans la chambre de feu. À l'époque pré-industrielle, c'est la pièce où on se retrouve autour de l'âtre de la cheminée, le véritable cœur de la maison. Sur les coups de 14 heures, il reçoit la visite d'un cousin, venu de Damary avec ses enfants. Ils partagent un verre de vin, quelques biscuits, plaisantent. L'ambiance est bonne, les plus petits s'amusent au jardin, tandis que Béatrice et Flora partent en carriole avec une amie, Élise Sauger, pour aller essayer des robes au village de Boncé. Elles doivent être prêtes pour la fête de l'Ascension, grande journée de réjouissance à Chartres, où leur père a promis de les emmener. La promenade se passe sans incident. Les fillettes joyeuses s'offrent même des bonbons chez l'épicière, avec les quelques sous qu'elles ont en poche. On les voit revenir à Corancèze vers 18h, et elles décrivent à Laurent, Laure et Célina, les plus petits de la fratrie, les robes neuves qu'elles porteront bientôt. Puis, c'est l'heure du dîner. Un repas simple, du pain, du lard, rien d'incroyable.
Flora s'occupe de tirer la vache à l'étable, comme souvent le soir, et les plus jeunes jouent encore un peu autour du chien Ravachol. On profite de cette soirée printanière avant de reprendre le lendemain la direction de l'école et des champs. Vers 19h30, Brière, vêtu de ses habits du dimanche, une blouse, un gilet, des sabots et sa casquette, quitte la maison pour se rendre au café Sauger, comme toutes les semaines. Chaque dimanche, il y retrouve quelques amis, dont son voisin Lubin et le cafetier Sauger lui-même, bien sûr, pour une partie de cartes jusqu'aux alentours de minuit. Rien, absolument rien, ne laisse présager le cauchemar de la nuit. Au dire de Lubin, ils quittent ensemble le café Sauger vers minuit et demi, un peu éméchés, mais pas au point de tituber. Arrivé devant chez lui, Brière discute encore un quart d'heure avec Lubin, puis ils se séparent. Lubin rentre se coucher en escaladant d'abord sa propre clôture. Donc bon, un peu éméché, ouais, un peu bourré, moi je dirais. Et Brière, qui apparemment a moins bu, s'engouffre simplement dans la cour de sa ferme. Que se passe-t-il ensuite ? Personne ne le saura jamais avec exactitude. Ce que l'on sait, c'est qu'aux alentours d'1h du matin, les chiens d'un autre voisin, Léon Baron, aboient furieusement. Il sort, ne voit rien d'anormal, somme les chiens de se taire, puis se recouche. Quelques heures plus tard, vers 3h, c'est au tour du voisin Bouvet d'être réveillé par des cris déchirants. Il enfile sa chemise de nuit en tremblant et sort à la lueur d'une lampe tempête, et il voit Brière, étendu sur le ventre au milieu de la route, le visage et les vêtements maculés de sang séché. Baron n'est pas loin et se précipite aussi. L'homme gémit « On m'a attaqué » d'une voix presque inaudible. Bouvet court chercher le maire, la femme Baron frappe à la fenêtre de la chambre des enfants pour leur demander de venir aider, notamment Flora, l'aînée, qu'elle appelle plusieurs fois. Mais aucun bruit ne filtre à l'intérieur. Pris d'un sombre pressentiment, Léon Baron et sa femme décident d'entrer, lanterne en main, dans la ferme. Facile, la porte est restée ouverte. La scène qu'ils découvrent est inimaginable. Du sang éclabousse les murs de toutes les chambres, des meubles sont renversés et fracturés, et surtout dans les chambres gisent les corps sans vie des 5 enfants Brière. Des mares de sang sur les matelas, leurs petits sabots abandonnés sur le plancher, tout suggère un carnage atroce, rapide et silencieux. Personne n'a rien entendu aux alentours. La femme Baron murmure terrifiée « Pauvres enfants, tout est mort, tout est tué ». Bouvet, lui, fuit pour vomir dehors, incapable de soutenir un tel spectacle. Tout Corancez se réveille en sursaut, la nouvelle se répand à la vitesse de l'éclair. Au lever du jour, le juge de paix local, le garde champêtre Bordier, le médecin de famille Bouchard et les gendarmes débarquent. On fait également appeler le photographe Gallas, venu de Chartres, pour immortaliser la scène. Les quelques habitants rassemblés dans la rue ne parlent que de ça. Comment un tel massacre a-t-il pu se produire ? On trouve Brière blessé, soi-disant attaqué par des voleurs, tandis que ses 5 enfants sont sauvagement tués. En quelques minutes, la stupeur se mêle à la pitié pour ce père veuf à qui il est déjà arrivé malheur lors de la mort de sa femme. Puis, vous comprenez, il s'occupait si bien de ses enfants, ils étaient tout pour lui. Cet homme est devenu subitement la victime d'une barbarie sans nom, comme ça, en une nuit, en un claquement de doigts. À première vue, tout semble indiquer un vol qui aurait extrêmement mal tourné, sachant que la maison est complètement retournée, que les commodes sont ouvertes et que d'après les dires de Brière, de l'argent a même disparu. En tout cas, son portefeuille, il ne l'a pas retrouvé. Comme dans d'autres affaires qui ont pu avoir lieu avant, on ne croit pas forcément à un rôdeur qui aurait abattu toute sa haine et sa colère sur une pauvre famille qu'il ne connaît pas. Ça ne tient pas la route. Rapidement, le médecin de famille demande à ce qu'on examine les plaies de Brière. Elles semblent faites à l'arme blanche, la même que celle qui a tué les enfants, mais elles sont superficielles. À Corancez, où tout le monde se connaît et où les enfants étaient très appréciés de tous, c'est d'abord l'émotion qui l'emporte. Quand on voit les lacérations sur le torse de Brière, le fait qu'il aurait pu s'infliger ça lui-même n'effleure pas du tout les esprits. Des journaux locaux arrivent dans la journée, avec leur cohorte de questions et de notes griffonnées à la plume. Des barrières de fortune sont érigées pour éviter que trop de curieux ne pénètrent dans la ferme. On n'est pas vraiment sur une grande protection de la scène de crime, mais on essaie simplement de ne pas encourager les curieux qui se pressent aux portes. Parmi les Corancéens, on ne trouve personne dans les premières heures pour mettre en doute l'innocence de Brière.
pas une seconde. On l'estime trop, on le connaît trop. En quelques heures, la ferme est presque sanctuarisée. Mais déjà, bien sûr, la machine judiciaire se met en marche. On dresse un procès-verbal, on relève des indices. Et à l'époque, ça va vite, les indices. Ça peut être une trace de chaussure laissée dans la boue de la cour, un morceau de vêtement retrouvé, arraché quelque part, des papiers qu'on aurait déplacés, la manière dont les coups ont été portés, des témoignages qui se recoupent. Souvent, c'est difficile d'analyser tout ça derrière. Plus je travaille sur ces vieilles affaires, plus j'ai cette impression que tout était noir ou blanc. Soit c'est lui, certitude, soit ce n'est pas lui et on ne saura jamais qui c'est. Point. Les autorités de l'époque n'ont pas trop le choix et le luxe de se poser d'autres questions, cela dit. Les gendarmes notent des incohérences dans les déclarations de Brière. Ce dernier assure avoir été poignardé, mais le médecin ne voit que de petites entailles, qui, une fois nettoyées, sont bien moins impressionnantes que ce qu'il a annoncé. Il prétend qu'on lui a volé plusieurs centaines de francs, mais à y regarder de plus près, on retrouve encore 800 francs dans la commode. Pourquoi les voleurs n'auraient-ils pas pris la totalité de l'argent ? La commode est pourtant ouverte elle aussi. Et pourquoi aurait-il tué 5 enfants sans prendre la peine d'achever le père, seul témoin vivant ? Le choc absolu pour Corancez, c'est lorsque, moins de 48 heures après le crime, Brière est officiellement placé en garde à vue. Ah ouais, vous avez vu, ça traîne pas. Je vous ai dit, ils n'ont personne d'autre sous la main. Sans compter que les déclarations de ce gars ne sont pas extrêmement claires, précises et cohérentes. Pour beaucoup dans le village, c'est une erreur insensée. Comment ose-t-on accuser ce père modèle ? Mais les gendarmes ne font pas ça sans raison quand même. Ils accumulent des éléments troublants, trouvés ça et là. Je vous raconte. Déjà, il y a l'argent dans la commode. Ça, ok. Étrange pour des voleurs de laisser le butin bien caché entre les quelques vêtements. Puis, il y a ses plaies qui sont bien moins importantes que celles de ses enfants, évidemment, eux en sont morts, et même moins graves que ce qu'il a pu annoncer. Mais ce n'est pas tout. On exhume sous le fumier dans la cour une veste ensanglantée appartenant à Brière lui-même. Avouez que ça devient un peu gros. Puis, on découvre un coutre de charrue, un outil lourd et tranchant, lui aussi recouvert de traces sanguignolantes, caché sous un tas de terreau. Et le plus troublant peut-être, on retrouve le portefeuille de Brière, avec l'argent à l'intérieur, planqué dans le mur extérieur de la ferme. Enfin, un petit sac à carreaux bleus moucheté de sang est trouvé sur le terrain lui aussi, et envoyé à Paris pour expertise. Brière martèle que c'est du sang de lapin, mais les premières analyses, très sommaires à l'époque, laissent penser qu'il s'agit de sang humain. Ouah, je suis sûre que votre avis commence à se forger, et je vous comprends. Tout indique d'un seul coup que ce gars-là les a tous menés en bateau, sous ses airs de père de l'année. Les enquêteurs notent également l'étrangeté de la mise en scène. Rien ne correspond à un simple vol. Les pièces sont sans dessus-dessous, certes, mais trop d'objets de valeur ont été dédaignés par ces pseudo-cambrioleurs. De plus, comment expliquer l'acharnement meurtrier sur les enfants ? Si Brière avait surpris des voleurs, pourquoi ceux-ci auraient-ils pris la peine de tuer tout le monde, sauf lui ? Très vite, la conviction judiciaire se forme. C'est le père lui-même qui aurait tout orchestré. Quand la presse en est informée, elle relaye ça en faisant les gros titres. Le père infanticide de Corancez, ou alors Brière, monstre familial, et j'en passe. Petit aparté, mais nous sommes en 1901. Et si vous avez suivi la saison sur Jean-Baptiste Tropman, vous savez qu'à partir de cette affaire, les journaux ne se contentent plus de menus frettins et débarquent dès qu'il y a un fait divers qui sort un peu de l'ordinaire, histoire de faire du chiffre d'affaires. Tout rime, mais promis, c'était pas fait exprès. Donc, les unes de journaux s'enchaînent et les tirages se multiplient. On est 48 heures après le drame. Ça va vite, très vite. De prime abord, le village de Corancez résiste à ces insinuations, jugeant la presse trop avide de sensationnalisme. Brière, on le connaît, c'est un homme fort, c'est un homme sur lequel on peut compter, c'est un ami, un voisin, un père, ça a été un très bon mari. C'est en tout cas ce qui se dit. Oui, c'est vrai, de temps en temps, il joue aux cartes contre de l'argent au café Sauger. Et parfois, il est un peu éméché en rentrant le dimanche soir. Mais bon, qui ne l'est pas à l'époque. Vous verriez ce qu'ils appellent un peu éméché. Ils consomment dès le matin. L'alcool, c'est un peu l'eau du moment, à certains endroits. Je ne généralise pas, bien sûr, mais dans les journaux, on voit bien que ça y va sur la bibine à 9h du matin. Et on vous en vend même dans les pages de pub de votre quotidien local pour soigner votre angine. On ne va quand même pas juger un homme d'homicide juste parce qu'il a des mœurs de son temps, pas vrai ?
Mais au fil des jours, les gendarmes se font plus insistants. D'autres indices sortent et la rumeur se met à enfler dans l'autre sens. Brière aurait pu commettre l'irréparable. Il aurait pu. La communauté villageoise, d'abord solidaire, commence à se fissurer. Il faut les comprendre. Déjà, on leur met un peu la pression entre la justice et la presse. Ils sont tenaillés entre leur envie de croire en l'innocence de Brière et la peur, si jamais il était coupable, d'être vu, entendu, pris avec lui. Alors que, vous comprenez, ces bonnes gens n'ont rien à voir avec tout ça. Les journalistes et les autorités compétentes sont partout dans le village. Certains dorment sur place carrément, et d'autres viennent de Chartres très régulièrement, ou même de Paris, pour interroger les différents villageois et dresser, petit à petit, un portrait de la famille Brière, mais aussi du père, et surtout du père d'ailleurs, pour essayer de comprendre si oui ou non il a pu faire ça. Et s'il a pu faire ça seul, et s'il a fait ça, pourquoi il l'a fait ? Au premier jour de mai, des habitants interrogés par les journaux laissent entendre que, peut-être, Brière n'était pas si irréprochable. On se remémore de vieilles histoires, une rumeur selon laquelle il aurait incendié lui-même sa grange en 1887 pour toucher une prime à l'assurance. D'autres murmurent qu'il trompait sa femme du temps où elle était en vie, et ça c'est vrai. Mais enfin, la pauvre est morte, et ce n'est pas parce qu'on fait sa femme cocu qu'on est un tueur d'enfants pour autant. On raconte aussi au café qu'il n'était pas aussi travailleur qu'on le prétendait, qu'il accumulait des dettes parce qu'il pariait un peu trop aux cartes avec l'argent de la ferme. Les uns disent « il nous menait en bateau, il n'était pas aussi bon père qu'il le montrait ». Les commérages font boule de neige, nourris par l'avalanche d'articles de presse qui se nourrissent, avides, de toutes ces histoires plus ou moins vérifiées. Mais on s'en fiche bien, non ? Là où, 3 jours plus tôt, Brière suscitait la compassion générale, on commence à entendre « s'il est coupable, qu'il paye ». Le Café Sauger, jadis théâtre des soirées animées du dimanche où il était un roi, devient un endroit où l'on fait sans cesse son procès en avant-première. Les plus farouches défenseurs de Brière se taisent, de peur d'attirer sur eux la méfiance. Et oui, s'ils sont de son côté et qu'il est jugé coupable, c'en est fini de ses soutiens aussi. Vous imaginez la réputation. Sous l'effet du scandale, la peur de voir Corancez associé à un criminel d'enfant monte. Mieux vaut se désolidariser avant le tumulte si l'on veut préserver sa propre réputation. C'est comme ça à l'époque, et je crois qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé. Le 24 avril a lieu l'enterrement des 5 enfants. Brière, inculpé et enfermé, n'y assiste pas. Les cercueils, payés par les habitants, tous alignés par ordre d'âge et de taille, sont exposés dans le fournil, pièce la moins souillée de la maison. Une veillée funèbre y est organisée, où les villageois viennent un à un se signer, murmurer une prière, déposer des fleurs ou de simples brins d'herbe. Certains regrettent amèrement que leur père ne puisse être là pour leur dire adieu. D'autres sont déjà persuadés qu'il est le meurtrier et que sa place est bien en prison. Lorsque les cercueils sortent de la ferme, portés par des enfants vêtus de blanc, les camarades de classe, la foule massée dans la cour a le cœur brisé. On raconte que plus de 700 personnes assistent aux funérailles. Toute la région est venue. L'émotion est si intense que même les journaux, avides de détails macabres, emploient un ton plus sobre pour décrire la procession. Le convoi se rend à l'église, puis au cimetière, où l'on inhume les 5 cercueils auprès de la tombe de leur mère. Une grande fosse, un dernier adieu. Beaucoup laissent couler des larmes. Les photographes, pourtant, sont là, immortalisant la scène aux grandes dames de certains. La presse veut alimenter une curiosité nationale et bientôt internationale, littéralement scotchée à l'affaire Brière. On n'avait pas été comme ça depuis l'octuple meurtre de l'affaire Tropman. Les jours suivants, la tension ne fait que croître. Les journaux nationaux titrent « Brière, l'infâme »,« Le drame de Corancez, la piste se resserre autour du père ». Le fait que, selon les analyses de l'époque, le sang sur sa veste soit probablement d'origine humaine ou que l'argent n'ait pas été volé, conforte la thèse de l'infanticide. Mais maintenant, ok, si on part là-dessus, on cherche un mobile. Certains journaux avancent la piste d'une maîtresse. Brière aurait voulu se remarier, mais la future épouse ne voulait pas d'une nichée d'enfants fait avec une autre dans ses jupes. D'autres évoquent un souci financier. Tuer ses enfants, puis simuler un vol ? Tout n'est que conjecture, mais la puissance de la presse est telle que l'opinion s'en empare rapidement et la fait sienne. C'est le 10 mai qu'on retrouve sous un tas de terreau le fameux coutre de charrue couvert de sang, confirmé comme étant l'arme du crime.
C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Désormais, même les plus sceptiques dans le village se disent « c'est sûrement lui ». Les proches de Brière, désemparés, ne savent plus que penser. Pendant ce temps, l'instruction se poursuit à Chartres, multipliant les interrogatoires. La presse adore les révélations croustillantes et en faire des gros titres. Les Corancéens, gênés de voir leur village exposé ainsi, finissent par se ranger derrière la thèse officielle. Oui, c'était un sournois, un calculateur. En un mois à peine, c'est le renversement complet. Celui qui était naguère l'un des nôtres devient un paria, un monstre. On ne prononce même plus son nom. Brière, dans sa cellule, constate le changement quand il lit, au travers d'articles, les déclarations de ceux qui l'avaient autrefois défendu. Ses voisins, ses amis, ses camarades de jeu, des gens qu'il a connus toute sa vie, qui, à leur échelle, font aussi presque partie de la famille. Les gendarmes, eux, poursuivent inlassablement leurs recherches. Comme je vous l'ai un peu raconté tout à l'heure, ils mettent la main sur un portefeuille en fer contenant 80 francs, cachés dans la bauge du mur. Tout ça semble prouver que Brière a tenté de maquiller les crimes en une scène de vol assez banale. Et mal faite en plus. 9 mois passent entre le drame, le 21 avril, et le procès, le 16 décembre 1901. 9 mois pendant lesquels plus de 900 pièces s'ajoutent au dossier d'instruction. Brière, entendu plus de 30 fois, ne change pas sa version d'un pouce. L'opinion publique, toutefois, est pratiquement fixée. Pour la majorité, c'est lui. Les rares villageois qui croient encore à son innocence se murent dans le silence, redoutant le regard des autres. À la fin 1901, Corancèze est épuisé par cette affaire. La presse continue de publier article sur article sans relâche. Le village, autrefois uni, est divisé. On craint que la venue des journalistes pour le procès ne jette encore plus d'opprobre sur la région. Les familles renâclent à se rendre à Chartres pour témoigner, mais elles ne peuvent s'y soustraire. Tout le monde attend le procès. Va-t-il confirmer la culpabilité de Brière ou révéler un ultime rebondissement ? Pour l'instant, les charges semblent accablantes, mais sans preuve irréfutable. Pas de témoins directs, pas d'aveux, seulement de multiples indices et un faisceau de présomptions. Pourtant, le sentiment collectif domine. Brière aurait tué ses enfants pour un mobile encore obscur. Nous allons creuser ensemble ce drame qui a fait vaciller toute une région et qui doit, vous allez le voir, être lu à la lumière d'un contexte historique et politique bien particulier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 2e épisode de cette saison 20 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire Brière.